Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Et on va encore parler de l'actualité, des sorties de la semaine. Et vous allez voir, le programme est particulièrement bien chargé. Et aujourd'hui, pour cette émission, j'accueille Chloé Voitier, journaliste au Figaro. Bonjour Chloé. Bonjour Mélinda. Écoute, ça me fait plaisir que tu sois là. Mais de même. Grande fan de jeux vidéo, grande connaisseuse aussi de l'économie du jeu vidéo. On va parler pour aller avec toi, Cassim Katifi, journaliste chez Frandroid, en charge aussi de tout ce qui est gaming et jeux vidéo, et qui surtout expert Xbox et Activision, le dossier chaud du moment. Il paraît. Il paraît. Et justement, si vous n'êtes pas au fait de ce dossier de rachat qui secoue le monde du jeu vidéo, on va en parler longuement tout de suite et tout vous expliquer. C'est l'actu à chaud. Messieurs, dames, la semaine dernière est tombée une annonce qu'on attendait un petit peu, il faut avouer, le blocage par la CMA, donc l'organe de régulation de la concurrence au Royaume-Uni, du dossier de rachat d'Xbox qui voulait s'offrir Activision Blizzard King pour une petite somme, près de 70 milliards de dollars. Alors, on attendait un oui, et finalement, ça a été un non. C'est un petit peu la surprise. Et l'énième rebondissement dans un dossier bien corsé, Cassim, non ? Oui, ça fait 1 an et demi quand même que l'affaire court, hein. Ça a été annoncé en janvier 2022, donc ça remonte. 70 milliards de dollars, donc il fallait le faire autoriser par les régulateurs dans le monde, parce que c'est un énorme rachat, c'est le plus gros dans l'histoire de la tech, dans l'histoire du jeu vidéo, dans l'histoire de Microsoft, dans l'histoire d'Activision aussi évidemment. Et donc c'est un énorme deal pour un constructeur de consoles. Potentiellement, ça peut l'amener à être en situation de force, et donc les autorités de la concurrence doivent observer ça, que ce soit en Europe, au Royaume-Uni, en Chine, au Japon, aux États-Unis, etc. Ils ont eu le feu vert dans quelques petits pays, mais il faut évidemment, ce qu'on attend en particulier, c'est vraiment l'autorisation des États-Unis, de l'Europe ou du Royaume-Uni, et en l'occurrence, le Royaume-Uni a décidé de bloquer. Alors, c'est pas le premier à bloquer. Non. Ou à mettre une réserve, dirons-nous. Chloé, aux États-Unis, c'est pas passé non plus. Alors aux États-Unis, les procédures sont très différentes de ce que nous on connaît en Europe. En fait, en Europe, les autorités de la concurrence disent oui, non, alors qu'aux États-Unis, ça doit passer par un procès. Et là, l'autorité de la concurrence américaine a de très grosses réserves sur ce rachat, mais ils sont obligés de passer par cette procédure judiciaire dont l'issue est totalement inconnue. Et le procès commencera au mois d'août. Alors qu'on soit bien d'accord, pour comprendre que les gens qui ne suivent pas le dossier forcément comprennent, l'idée c'est que Xbox ajoute à déjà sa galerie, sa galaxie même de studios, tous les studios qui composent Activision, donc qu'on connaît très bien pour Call of Duty, Blizzard pour des jeux comme Diablo et plein d'autres, World of Warcraft et compagnie, et King, qui est donc un peu le roi du jeu mobile avec Candy Crush et composantes. Pourquoi ça gêne ? Alors, pourquoi ça gêne ? C'est parce que, comme vous le disiez, ça fait quand même un énorme rachat, mais qui ne fait pas pourtant Microsoft le numéro 1 du jeu vidéo, même s'ils absorbent... C'est important de le signaler. C'est important, ils ne deviennent pas numéro 1. Si Microsoft absorbe Activision Blizzard, ils deviennent numéro 3 du secteur, derrière Tencent, donc le géant chinois du jeu vidéo, et ensuite Sony PlayStation. Donc Microsoft arrive numéro 3. Mais voilà, il y a plein de questions qui se sont posées derrière en disant qu'est-ce que ça joue par exemple sur le marché de la console de jeux vidéo. L'idée étant que si Microsoft rachète Activision, est-ce qu'ils vont pas rendre tous ces jeux exclusifs aux consoles Xbox ? Est-ce qu'un Call of Duty deviendra ou pas exclusif aux consoles Xbox et donc disparaîtra des consoles PlayStation ? Ça, c'est quelque chose, c'est un scénario contre lequel Sony s'est élevé haut et fort, on peut le dire. A beaucoup bataillé, a beaucoup argumenté en disant mais qu'est-ce qui se passe ? Si ce scénario arrive pour nous, PlayStation c'est terminé, on remballe et c'est fini pour notre business. Donc c'est pour ça que ça posait beaucoup de soucis. Donc ça c'est sur le secteur des consoles, mais je pense ce qui est le plus intéressant dans ce dossier, c'est que ça parle aussi du futur du jeu vidéo, de comment ce marché va évoluer et notamment vers tout ce qui est le cloud gaming, les abonnements et pour le résumer, les futurs Netflix du jeu vidéo. Justement, ça c'était le problème au Royaume-Uni, Cassim, c'est le cloud gaming. Alors, on parle toujours du cloud gaming comme du futur, comme tu dis Chloé, futur du jeu vidéo, mais c'est quelque chose qui est finalement très très peu utilisé. Comment ça peut bloquer sur un point
un point qui a l'air aussi Incertain, quoi. incertain et puis minime en ce moment. Bah, c'est ce qui a beaucoup, j'ai l'impression, c'est ce qui a beaucoup surpris justement chez Microsoft et Activision quand ils ont reçu ce blocage de la part du Royaume-Uni et le fait que le marché en fait s'attendait à une autorisation, c'est justement ce côté incertain, c'est-à-dire que pour le Royaume-Uni, pour les autorités de la concurrence en tout cas au Royaume-Uni, il y a le potentiel que le cloud gaming devienne très important dans le futur et que dans un avenir, donc peut-être incertain, mais il y a un avenir quand même probable, tu aies en fait le choix entre acheter une console de jeu qui soit relativement chère, acheter un PC qui soit relativement cher ou t'abonner à un service de cloud gaming. Du coup, ce serait juste un abonnement comme Netflix aujourd'hui. Et cet abonnement-là, peut-être qu'il n'y aura que Microsoft devant toi pour te le proposer parce qu'il aura été en situation de monopole, parce qu'on aura autorisé ce rachat si grand de Call of Duty. Il faut rappeler que les jeux Activision Blizzard dont on a parlé, World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, etc., ne sont pas disponibles en cloud gaming dans aucun abonnement et que Activision, jusque-là, en tant qu'entité indépendante, se refuse à proposer ces jeux dans des services comme ça. Mais alors justement, Xbox, ils avaient été assez malins, ils avaient anticipé, ils ont signé énormément de contrats longue durée, alors on parle de 10 ans. Ce qui est drôle, c'est que justement le Royaume-Uni a dit ça fait pas long quand même, 10 ans. C'est pas, on voit 10 ans à l'échelle du jeu vidéo, ça fait quand même beaucoup. Ils ont signé des deals avec des plateformes de cloud gaming. On pense à Nvidia avec GeForce. Ils ont même proposé à la Switch d'avoir 10 ans de Call of Duty. Alors les joueurs de Call of Duty doivent un petit peu rigoler d'imaginer un jeu aussi costaud sur la Switch. Alors où est le problème ? Bah, le problème, c'est que ça n'a pas convaincu le Royaume-Uni. Alors, le Royaume-Uni, d'abord, n'aime pas forcément ce genre de deal. Ils n'aiment pas devoir surveiller, par exemple, que Microsoft se comporte bien et suive bien les contrats qu'ils ont signés pendant les 10 prochaines années. Ils préfèrent, par exemple, ils auraient aimé que, pour que le rachat se fasse et qu'ils l'autorisent, ils auraient aimé plutôt que Microsoft, par exemple, décide de racheter Activision Blizzard, mais revendre Call of Duty à une entité indépendante. Ça aurait été le genre de choses qu'ils auraient pu accepter. Quelque chose que Microsoft, évidemment, ne voulait absolument pas. Ils ne rachètent pas 70 milliards de dollars Activision pour se séparer de Call of Duty, qui est le joyau du jeu vidéo. Hein. C'est vraiment une méga licence. C'est une licence qui est plus forte que le cinéma aujourd'hui. Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de la force de cette licence, en fait. Tu y crois, Chloé, à Call of Duty en exclusivité ? Est-ce que ce serait vraiment l'intérêt de Microsoft de se garder pour le Game Pass ou pour autre chose ? En tout cas, sur le secteur du marché des consoles, donc l'autorité britannique de la concurrence finalement a écarté ce scénario en disant qu'en fait non, l'intérêt économique serait nul, voire enfin hyper négatif pour Microsoft, parce que si du jour au lendemain, Call of Duty devient exclusif Game Pass plus Xbox, en fait, la base installée de PlayStation est tellement énorme qu'en fait, ce serait vraiment une perte. L'essentiel des ventes de Call of Duty, il faut le rappeler, se font sur PlayStation. Donc, aucun intérêt. Par contre, là, ce qu'ils voient, c'est dans ce futur du jeu vidéo sur ces services, s'ils ont Call of Duty et s'ils ont aussi tout le catalogue d'Activision, Blizzard, King, etc., ils vont avoir une force de frappe beaucoup plus grande que les autres concurrents du cloud gaming. Parce qu'en fait, pour bien comprendre, il y a des services de cloud gaming qui existent. Mais pour le moment, ce sont quand même des tout petits acteurs qui se battent comme ils peuvent pour essayer de récupérer des licences de distribution auprès de grands acteurs qui les regardent un peu de haut en disant en fait, nous, on n'a pas besoin de vous. Ils n'ont pas de jeu. Il faut rappeler que les services de cloud gaming, c'est une technologie avant tout. Oui. Stadia, paix à son âme, avait tenté d'avoir ses propres jeux. On n'en a vu aucun. Ils avaient acheté des jeux, tout le monde. D'ailleurs, c'est un point sur le Royaume-Uni. Ouais. On a quand même entendu parler de nouveau de Stadia qui a disparu au mois de janvier, rappelons-le. Visiblement, Google, donc les témoignages sont anonymes, mais on comprend que Google s'est plaint auprès du Royaume-Uni, justement, en expliquant que si Stadia est mort, c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas accès à Call of Duty, pour expliquer justement que si Microsoft se garde l'exclusivité sur cette licence, ça peut entraver des autres services de cloud gaming, des concurrents, et donc limiter le service. Faudrait rappeler justement que d'après la CMA, donc d'après l'autorité de la concurrence au Royaume-Uni, Microsoft occupe déjà 70% de part de marché du marché du cloud gaming. D'un autre côté, il y a un tout petit marché. Oui, mais c'est un petit marché sur lequel il n'y a pas beaucoup d'acteurs non plus. Ils ont tout, Microsoft aussi. Voilà, en fait, ils ont tout parce que contrairement aux autres acteurs, en fait, ils ont trois choses très intéressantes. Ils ont un catalogue de jeux qui leur appartiennent, ce qui n'est pas le cas des autres acteurs du secteur. Ils ont l'infrastructure. Ils ont l'infrastructure technologique parce que le cloud des streaming et les serveurs, ils ont tout ce qu'il faut. Et ils ont aussi, alors ça c'est un point un peu technique, mais c'est tout ce qui concerne les licences Windows. Pour faire tourner un jeu en cloud gaming, généralement ça passe par des versions PC, donc ça veut dire qu'il faut payer des licences Windows. Et eux, du coup, ils n'ont pas besoin. Alors que chez les acteurs du cloud gaming, j'ai ouï dire que ça pouvait représenter parfois jusqu'à 30% des frais de fonctionnement de ces services. Donc ils ont des avantages compétitifs énormes. Alors c'est drôle, mais dans ce dossier, on n'a par exemple pas du tout entendu parler d'Amazon, qui pourtant, par rapport à ce que tu viens de sortir, présente
le même profil, est en train de se construire le même profil. Ils sont en train, en fait, Amazon, ils sont en train quand même d'avancer doucement mais sûrement sur le jeu vidéo à pas de loup, j'ai envie de dire, sur le. Alors, maintenant, ils ont beaucoup travaillé sur essayer de faire leur propre jeu. Bon, ça a plus ou moins marché. Là, maintenant, ils sont plutôt sur l'édition de jeux. Donc, ils vont prendre des succès de jeux coréens pour les adapter pour l'Occident. Là, ils ont récupéré la licence Tomb Raider. Ouais. Voilà, donc les futurs Tomb Raider sortiront chez Amazon Game. Et ils ont aussi la tech. Mais pour le moment, en fait, Luna, donc c'est leur service de cloud, n'est disponible qu'aux États-Unis et ne fonctionne pas. Voilà, il a un peu du mal à trouver son public, mais peut-être que ça évoluera quand justement, peut-être Amazon réussira à grossir son catalogue d'exclusivité. Mais là, c'est tout le paradoxe de la situation, du coup, en fait, parce que comme Amazon Luna n'est pas disponible ou disponible depuis très peu, je crois, au Royaume-Uni, l'autorité de la concurrence n'a pas regardé, parce que l'autorité de la concurrence, elle regarde que le marché du Royaume-Uni, et elle n'a pas pris en compte du tout Amazon Luna pour cet avenir peut-être potentiel du jeu vidéo et du cloud gaming. Et donc, en fait, Microsoft, quelque part, est en train de payer l'avance qu'ils ont sur un marché naissant, alors que le marché, on ne sait même pas s'il va représenter vraiment une part forte du jeu vidéo. Il y a 10 ans, on pensait que le smartphone allait remplacer la console de jeu. Finalement, le smartphone n'a pas du tout remplacé la console de jeu. C'est une autre plateforme de jeu complémentaire, mais elle n'a pas remplacé la console de jeu. Peut-être que le cloud gaming suivra le même destin. Et pour l'instant, on n'en est pas là. Et en fait, Microsoft, finalement, paye un peu ses investissements d'avoir cru à un nouveau marché. D'être pionnier, quoi. D'être pionnier d'un nouveau marché, alors que peut-être que la concurrence arrive, justement. Voilà, ils sont peut-être en train de payer pour ça, alors que c'est de l'innovation aussi, quoi. C'est un peu ce qu'on leur demande, du coup, justement. Côté Xbox, Microsoft, côté Activision Blizzard, on a déjà prévenu qu'on allait sonner la charge et faire appel. Et ils veulent pas lâcher l'affaire. Ils ont même limite laissé entendre que le Royaume-Uni, ils étaient sympas, ils voulaient aller de l'avant, mais que là, ils freinaient quand même l'innovation. C'est quoi leur avenir maintenant ? C'est quoi l'avenir de ce dossier ? Alors, l'avenir de ce dossier, c'est que déjà, côté britannique, on est parti sur une procédure d'appel, donc c'est-à-dire qu'on est parti encore pour pas mal de mois. Il y a une petite subtilité dans le calendrier, par contre, je ne sais pas si tu veux y revenir sur le côté. En fait, ils ont un mois pour faire appel, donc ça leur laisse jusqu'au 25 mai. Ça laisse le temps. Sauf qu'il y a la décision de l'Union européenne qui est attendue avant le 23 mai. Donc, du coup, il y a une petite subtilité. Donc, ils ont annoncé qu'ils allaient faire appel, mais ils n'ont pas fait appel pour l'instant. Et donc, ils peuvent attendre le dernier moment pour faire appel au Royaume-Uni en attendant de voir la décision de l'Union européenne. Si l'Union européenne valide, par exemple, le rachat, ça leur donne quand même un petit peu de souffle pour se concentrer sur le Royaume-Uni. C'est pour quand la décision de l'Europe ? C'est autour du 20 mai. 22 mai, je crois. 22 mai maximum. Donc derrière, si je vous écoute bien, ils se lancent donc. Admettons, l'Europe dit « Ok, c'est bon ». Ça veut dire que pour l'Europe, l'entité Xbox Activision Blizzard est bonne. Ils seront donc en attente de la procédure aux États-Unis, qui a peut-être moins de chances d'aboutir parce que c'est sur un point qui n'est pas le même. Ça, il faut bien le préciser. Les trois risquent de s'arrêter sur des points différents. Les États-Unis, l'Europe et le Royaume-Uni. Et donc, ils attendront au Royaume-Uni que leur appel, qui peut durer 1 an ou on ne sait combien. On est parti pour on n'est pas sorti de l'affaire. On n'est pas sorti. Pour moi, ce dossier ne sera pas résolu avant 2024, à mon avis. C'est ça. C'est aussi un autre élément intéressant, c'est que le contrat de rachat court jusqu'en juillet. Donc, c'est-à-dire qu'en juillet, ils vont devoir être amenés à renégocier avec Activision Blizzard pour voir s'ils stoppent ou encore, est-ce qu'on continue ou pas. Parce que ça dépendra justement de la décision du Royaume-Uni, de l'Union européenne, etc. Et de voir les procédures d'appel, que ce soit aux États-Unis ou au Royaume-Uni, ça courra jusqu'en 2024, clairement. Donc il faudra voir justement s'ils veulent continuer ce combat juridique qui est coûteux en énergie, qui les mobilise beaucoup, qui peut peut-être aussi les empêcher de surveiller la sortie de leur prochain jeu, la sortie de leur nouveau jeu. Et donc voilà, en tout cas, ça les mobilise et donc ça va durer jusqu'en 2024 et il faudra voir. Et rappelons-le, il me semble, si ça n'aboutit pas, en plus de ne pas pouvoir acheter Activision Blizzard, ils devront leur donner, je crois que c'est 3 milliards de dollars, parce que l'affaire ne se sera pas faite. Alors qu'eux, ils veulent vraiment dealer, donc on peut comprendre. Justement, tu parlais des jeux. Alors, quid du catalogue ? Puisque Activision s'appuie quand même énormément sur ces 70 milliards de dollars qui doivent rentrer pour faire des jeux. Activision, on a un Diablo qui arrive bientôt chez Blizzard, on va avoir un énième Call of Duty. C'est pas en ce moment non plus la révolution du catalogue. Est-ce que ça leur ferait tant de mal d'être bloqués comme ça? Je pense qu'ils ont quand même beaucoup misé leur avenir sur l'éventuelle fusion, sur le côté on part à la retraite pour certains dirigeants, je pense. Du coup, de devoir retravailler une stratégie, à mon avis, une feuille de route. Alors, officiellement, ils restent indépendants, évidemment, jusqu'à la conclusion du rachat. Mais évidemment, à mon avis, la feuille de route, il faut la retravailler. Et du coup, continuer de miser sur Call of Duty. Le problème, c'est que Call of Duty, c'est énorme, c'est bien, mais il y a un moment ou un autre où c'est prendre un risque de mettre tous tes œufs dans le même panier, quoi. Alors, je ne voudrais pas tirer sur l'ambulance, parce qu'on disait qu'Xbox, c'était pas bien. Mais Xbox a aussi beaucoup d'autres studios, il ne faut pas les oublier, qui vont commencer à sortir tous leurs jeux. Alors, on attend Starfield dans pas longtemps. Il y a déjà Redfall qui est tombé.
qui est sorti cette semaine. On attendait beaucoup de Redfall. Visiblement, ce n'est pas à la hauteur des attentes. Cassim, tu as pu regarder un petit peu comme moi. On a pu y jouer un petit peu. Bon, Redfall, on en parle ou on n'en parle pas? Redfall, c'est compliqué. Alors, comme tu le dis, c'est un jeu C'est très une attendu parce exclusivité. que C'est la première véritable c'est la exclusivité. première exclusivité sortie du rachat de ZeniMax Bethesda, en tout cas de taille majeure, on va dire, un triple A, donc un jeu à gros budget, un blockbuster. Pour les gens qui ne savent pas, le précédent rachat record d'Xbox, donc de toute cette galaxie de studios, Bethesda, Arkane, Lyon et Arkane Austin, donc qui est derrière Redfall, et plein d'autres studios. C'est les licences Elder Scrolls, Skyrim, Doom, Wolfenstein, tout ça. Voilà. Et donc là, premier gros jeu AAA sorti de leur nouveau studio. Premier jeu commercialisé à 80 € en France, contre 70 € pour les jeux précédents. Pas l'oublier. Premier jeu aussi, premier jeu en l'espace de 15 mois, 18 mois, depuis le précédent gros titre de Xbox. Donc c'était vraiment, il y avait beaucoup d'attentes mises sur ce jeu. Et malheureusement, clairement, il n'a pas du tout convaincu la critique. Moi, j'ai pu m'y essayer aussi, jouer un peu en coop ou jouer solo. C'est un jeu qui se veut être dans l'ADN, dans l'air du temps, parce que monde ouvert, monde de coop, vampires, horreur, humour. Loot aussi, donc on va aller récupérer des armes en permanence, faire des petites missions, etc. Mais malheureusement, la recette apprend pas du tout. Il y a l'intelligence artificielle, par exemple, donc la façon dont les ennemis réagissent, c'est pas du tout au niveau. En fait, tu te retrouves assez régulièrement dans des situations où tu as des ennemis qui courent devant toi en sachant pas où aller, un peu comme des poulets sans tête, quoi, quelque part. L'ambiance horrifique marche la nuit, mais on est dans un monde ouvert qui alterne entre jour et nuit, et le jour, en fait, ça marche pas du tout. Voilà, il y a beaucoup de problèmes. La critique n'a pas du tout été au rendez-vous, et on sent que le jeu a été un peu envoyé. Enfin, on se demande comment il a pu sortir dans cet état, en fait, finalement. Alors moi, j'ai moins été choquée par l'état du jeu, par les graphismes. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'on a des ennemis, on ne sait pas où ils sont partis, mais on se perd aussi extrêmement facilement dans ce jeu. On n'a aucune idée de la direction où on doit aller, on ne comprend pas bien ce qu'on doit faire. En fait, pour moi, c'est un défouloir. Je n'en attendais rien et je n'ai pas été déçue, je dois dire. Je suis désolée, mais j'avais envie d'être prise par cet environnement vampire. Et en fait, je trouve que même que la critique a été un peu sévère, je ne le trouve ni révolutionnaire, ni extraordinaire. C'est un jeu de Game Pass. En fait, c'est pas sympa ce que je vais dire, mais c'est un jeu qu'on pourrait prendre plaisir à découvrir dans le Game Pass, comme on farfouille et qu'on tombe sur le jeu. Sauf que c'est un jeu à budget. C'est ça. En fait, je pense que c'est un des gros problèmes, c'est que c'est un jeu à gros budget, et il faut comprendre que c'est un jeu à gros budget chez Xbox. C'est censé, alors je vais être très méchant avec lui, mais c'est censé être l'équivalent de ce qui sort en God of War Ragnarok chez PlayStation ou en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom chez Nintendo, qui est attendu pendant une semaine. Donc on devrait être sur un titre de la part de Microsoft, avec le budget que Microsoft peut mettre dans le jeu vidéo, on devrait être sur un titre à cette hauteur, et on n'y est pas du tout. Ne serait-ce que par exemple par la narration qui passe par des sortes de romans photos un peu c'est très beau, mal fait. Mais c'est pas intéressant. C'est quand même une façon très bas budget, justement, de faire un jeu vidéo, en fait. Et puis ça remet en fait une pression énorme sur Starfield, qui arrive là dans quelques mois. Dont on parlera longuement au mois de juin et qui est attendu pour la rentrée. Qui est attendu pour la rentrée. Et là, c'est l'autre grosse exclusivité Bethesda. Si Starfield se plante aussi... Il arrivera en face de Spider-Man 2. Ouais, en plus. Là, on se dit, bon, ça va quand même faire un peu du mal au catalogue d'exclusivité de Microsoft. La chance de Redfall, c'est que le nouveau Zelda arrive, et donc tout le monde va l'oublier. C'est ça qui est terrible, c'est que le jour où Redfall est sorti, finalement, personne ne parlait de Redfall, tout le monde parlait de Zelda Tears of the Kingdom, puisque c'était le jour où ils ont fait de la fuite. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas le temps d'en parler, parce que je voudrais qu'on parle un petit peu jeu, et des vrais bons jeux qu'on vous recommande. Donc on va voir tout de suite à quoi on joue. Je crois qu'on vous a pas trop donné envie de jouer à Redfall, mais bon, tentez-le, il est dans le Game Pass, tout de même. On va plutôt parler avec Chloé, parce que Chloé, c'est un peu... J'ai les deux spécialistes Final Fantasy sur ce plateau, quand même, que je vous le dise. Donc il fallait forcément, même en parlant d'Xbox et d'Activision, qu'on parle d'un jeu exclusif quand même, pas trop celui-là, mais bon, plutôt PlayStation. Donc on va parler de Final Fantasy Pixel Remaster, Chloé. Ça t'a bien plu? En fait, c'est un petit rêve de fan, de vieux fans, on va le dire clairement, de Final Fantasy. Si vous avez moins de 25 ans, cette séquence ne vous intéressera pas du tout, malheureusement. On parle des gens qui ont découvert cette licence, cette grande licence du jeu de rôle japonais à l'époque où c'était en 2D, c'était sur Super Nintendo ou sur Nintendo, donc des temps immémoriaux. En fait, donc les Final Fantasy de 1
à 6 sont ressortis récemment. Donc d'abord, ils étaient sur PC il y a à peu près 1 an et demi. Ouais, c'était ressorti. Mais là, Et sur mobile. Sur mobile aussi. Et là, ils sont ressortis sur console, donc sur PlayStation et sur Switch, dans une version, j'allais dire, qu'on attendait, mais qu'on attendait enfin. C'est-à-dire une version qui respecte les graphismes d'origine. On voit, pour ceux qui regardent l'émission, on voit là les images, c'est vraiment dans son jus. C'est dans son jus, mais joli. Parce qu'ils ont tenté de refaire. Tu regardes ça avec les yeux de l'amour, c'est pour ça. On va refaire ça avec des graphismes un peu plus modernes. En fait, c'était juste horrible. Donc là, c'est quand même, ça respecte bien. Les musiques ont été refaites, c'est super. C'est vraiment magnifique. Et surtout, il y a plein d'options pour faciliter le jeu, parce que maintenant que nous avons grandi, que nous sommes des adultes et que nous avons un temps limité pour jouer aux jeux vidéo, on a besoin d'être assisté. Voilà, on a besoin d'être assisté. Donc par exemple, là on le voit à l'écran, on peut accélérer la prise d'expérience. Donc c'est-à-dire que les combats peuvent apporter de 2 à 4 fois plus d'expérience qu'auparavant. Donc on va beaucoup plus vite dans la montée en puissance des personnages. T'as plus de patience. C'est plus de patience. Moi j'ai mis x4 sur l'argent gagné. Comme ça maintenant, je peux m'offrir toutes les épées, les armures dont j'ai besoin. Donc on avance très très vite. Et c'est vraiment un petit bonheur. Et donc, on peut les acheter, donc soit le pack entier avec les 6, soit on peut les prendre à l'unité. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le Final Fantasy 6. Voilà, si vous avez... le pack entier vous intéresse pas, vous pouvez aussi sélectionner. C'est chacun des aventures très différentes. À choisir, moi, je vous recommande le 4 et le 6. Je pense que ce sont les meilleurs. Mais ça permet vraiment de redécouvrir dans d'excellentes conditions ces classiques du jeu vidéo japonais. Cassim, Final Fantasy. Bon, ok, c'est pas le 14, mais. Non, mais alors justement, si on est fan peut-être de Final Fantasy 14 et justement peut-être qu'on a moins de 25 ans et qu'on a découvert la licence plus récemment. Il faut savoir que Cassim doit toujours dans une émission essayer de replacer Final Fantasy 14. C'est vrai. Et du coup, voilà, si on est plutôt fan du MMORPG ou fan des épisodes plus récents, on va dire, c'est une bonne façon de redécouvrir aussi les origines de la série et peut-être de comprendre certaines références, notamment Final Fantasy 14 qui adore faire des références aux autres épisodes, dont la dernière extension est une référence directe à Final Fantasy 4. Donc c'est peut-être l'occasion justement, si vous avez aimé ça, de vous y pencher. C'est une bonne façon de. En plus, maintenant qu'on aime les jeux en pixel art, qui peuvent être des fois indés, etc., sur Switch, sur PlayStation, là, c'est le bon moment de s'y mettre, de redécouvrir ces classiques, comme tu disais. Et c'est aussi totalement traduit en français. Voilà, et très très bien traduit, donc franchement, aucune excuse. Bon, Final Fantasy Pixel Remaster, c'est le conseil de Chloé cette semaine. Moi, je vais vous faire un bond dans le temps aussi, en avant et en arrière. Alors, en avant, parce que je vais vous parler d'un jeu qui ne sortira qu'au mois de novembre prochain, mais sur lequel j'ai eu la chance de pouvoir mettre la main. C'est un flashback quelque part. Exact. Oh là là, mais la transition magnifique. Voilà, c'est Flashback 2, qui est ma Madeleine de Proust à moi, donc beaucoup plus vieille. C'est un jeu qui est sorti à l'origine en 1992. Le premier épisode, ça avait été un peu une révolution dans le jeu vidéo. C'est un jeu vidéo français. On devait donc à Delphine Software, qui était le grand studio auquel on devait aussi Another World et des jeux comme ça. C'était un peu la révolution du jeu de plateforme. On était dans un univers futuriste. On avait ce personnage Conrad qui se réveillait complètement amnésique au milieu de la jungle face à un hologramme de lui-même. Alors remettez-vous dans les années 90, c'était visuellement pas la même chose, c'était du pur pixel, mais il y avait quelque chose qui se dégageait de ce jeu et tous les vieux qui y ont joué ont adoré. Eh bien, il revient 30 ans plus tard pour un deuxième épisode. On est très loin des Final Fantasy qui arrivent à 16. Et alors, ce qui est formidable, c'est que j'ai repris tous mes automatismes. J'ai retrouvé sur un jeu qui est passé quand même de la 2D à la 3D, donc il y a un peu plus de profondeur, il faut apprendre à jouer à ça. Vraiment, le même système de jeu, un peu de profil, ce qui était la marque de fabrique de Flashback. On va de profil, on avance, on grimpe, on roule, on tue des ennemis. Mais il y a toujours ce côté un peu cyberpunk. Alors aujourd'hui, c'est plus dans l'air du temps. Des années 90, c'était un peu nouveau. Mais vraiment, si vous avez joué au premier, vous avez même fait, comme Cassim, les versions remaster, remake pour les 25 ans, vous allez adorer. On a vraiment l'ADN du jeu, l'ambiance est recréée, et c'était vraiment tous ceux qu'on était là à pouvoir avoir la chance de pouvoir mettre la main dessus, ce côté un peu nostalgique qui revenait, et de ce personnage qu'on voyait enfin beau. Vous savez, c'est toujours le problème, c'est qu'on a l'impression que les jeux d'antan, en fait, ils ont cette image-là dans notre esprit, alors que pas du tout. Mais là, voilà, mon souvenir est en version 2023. On faisait bien beaucoup travailler l'imagination. Mais voilà, c'est clair. On se contentait de peu, surtout. Donc voilà, ça arrive en novembre 2023. C'est Flashback 2, c'est toujours français. Et ça vaudra vraiment, à mon avis, le coup d'œil. Vous avez intérêt à y jouer. On en reparlera. On va finir sur un autre jeu qui est sorti et qu'on a attendu très longtemps, mais pas aussi longtemps, qui est Dead Island 2, qui vient de sortir. Ça faisait 10 ans qu'on nous avait pitché ce jeu-là. Il arrive enfin et il cartonne.
Alors, on parlait Mmh. tout à l'heure des vampires qui s'étaient un peu ripés. Là, on a des zombies. Franchement, lequel de vous deux me pitch Dead Island? Le principe de base. Voilà. Jeu de coopération Ouais. dans un monde ouvert où on survit face à des zombies Voilà, au corps dans à Los corps. Et Angeles. donc, forcément, on est dans quelque chose de très sanglant. Ah, mais c'est sanglant, sanguinolent, c'est du jeu. Mais très défouloir. Comme tu te Ah, parlais mais- de défouloir tout à l'heure, là, on y est pleinement et de façon assumée, quoi. Et sous le soleil. À la Et sous le différence de Redfall, on est sous le soleil. C'est un côté Dead Island un peu foutraque, total. Vous faites vos armes, vous combattez. Pourquoi aujourd'hui ça marche encore, ces jeux-là? Et ben ça, moi, ça me surprend un peu parce que pour moi, c'était un jeu qui est tellement daté de la On est précédente d'accord. décennie. Déjà, donc il est passé 10 ans de développement, ça a été rebooté un nombre incroyable de fois. Je crois que c'est passé d'un éditeur à un autre. On se dit, ça va arriver dans un état tellement tout cassé. La licence à la base, c'était développé par ceux qui ont fait Dying Light après, et donc Ouais. sont partis dans complètement autre chose. Mais... Dans du trash. Voilà, donc c'est surprenant que ça marche, mais j'aurais dire, c'est comme le revival des années 2000, hein, c'est comme le retour des Jin Taibas. Jouer en Jin Taibat, c'est Dead Island 2. Entre deux parties de Final Fantasy Remaster. Mais il y a un côté Shaun of the Dead, je trouve, Zombieland, en fait, de ces Oui. films, comme tu dis, Ouais. qu'on regardait il y a 10 ans pour rigoler. Tout est C'est trash, totalement tout est Zombieland, ouais. extrême, mais ça prend toujours. Moi, c'est ça qui me C'est bluffe. c'est drôle. Voilà, je pense qu'on aime bien aussi se défouler, de mettre un petit coup de latte à Ouais, avec des humour. zombies, quoi. En plus, du coup, on peut réinsister sur le côté coop. Du coup, justement, le ça côté marche de beaucoup. soirée entre amis, en fait, tu te retrouves On n'a sur pas les mêmes Discord. soirées, Cassim. Mais voilà, sur un petit jeu coop, c'est aussi ce genre de jeu, cette époque-là aussi, de se retrouver sur Twitch à plusieurs, etc., de pouvoir profiter d'une soirée, voilà, pour faire un peu d'aventure, effectivement, Pour dézinguer à gogo. et se défouler un peu. Voilà, donc Dead Island 2, qui est déjà sorti, que vous pouvez essayer si vous voulez vous amuser. En fait, c'était plutôt une agréable surprise. Messieurs, dames, merci d'avoir été là. On arrive déjà au bout de cette émission. Merci d'avoir apporté vos éclairages sur le dossier Xbox Activision. Je pense que maintenant les gens y voient plus clair et on aura l'occasion d'en reparler. Comme vous avez compris, c'est pas fini. Et on se dit à très vite, j'espère, l'un comme l'autre. Ça m'a fait bien plaisir de vous avoir. Donc Cassim Ketfi de Oui. chez Frandroid. Oui, On te retrouve aussi sur Twitter partout. c'est ça. Et en vidéo Il y a pour un parler petit, si vous voulez suivre petit le dossier sur Activision Blizzard si vous voulez en lire un peu plus. sur Voilà, Android. exactement. Chloé au Figaro, pareil. Ça va suivre de près tout ça. Ah ça va suivre de près tout ça et plein d'autres choses encore dans l'univers magnifique du jeu vidéo et de la tech. Voilà. Et l'été s'annonce chaud, donc Oh oui. on aura l'occasion de s'en parler. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur Tech Co, en replay sur YouTube aussi et sur le site, et évidemment en podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures vidéoludiques. Ciao ciao.